Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve pour la 5e manche de notre partie consacrée à Paladin du Royaume de l'Ouest de Sean Phillips, jeu édité par Pixie Games que je n'avais pas du tout signalé lors des, euh, des épisodes précédents. Donc voilà, c'est fait pour l'éditeur. Et c'est une partie durant laquelle je me sens plutôt bien, plutôt en confiance, puisque mes attributs ne sont pas trop à la traîne par rapport à ceux de notre adversaire que j'ai baptisé Charles le Chauve, qui était le petit-fils de Charlemagne. Alors, il s'est quand même rattrapé lors du dernier tour, parce qu'il avait beaucoup d'ouvriers à son service. Donc, c'est un petit peu plus quand même délicat pour nous, mais on n'est quand même pas trop mal quant à l'avancée de notre partie. Révéler les cartes nécessaires au démarrage de la 5e manche. Donc, d'abord, les cartes taverne. Alors, la première carte taverne nous propose un choix varié, dont un criminel. Et la seconde, eh bien, c'est un choix beaucoup moins varié, puisqu'il n'y a que 2 marchands et 2 villageois, mais pas de criminels. Donc voilà pour les premières choses. Lors de l'épisode précédent, on avait remis en place les villageois et les envahisseurs, donc pas besoin. En revanche, puisqu'on entre dans la 5e partie, l'automa va gagner une nouvelle carte d'action faveur du roi. Et on va révéler une nouvelle faveur du roi. Alors celle-ci nous propose de gagner des ressources en quantité importante. Ça peut nous intéresser dans la mesure où on a besoin de provisions pour construire nos fortifications. On va pouvoir aussi regarder quels paladins offrent leur service et choisir parmi eux. Angelier, Roland et Ancéis. Alors, ce qui est toujours intéressant à regarder, du coup, ce sont les attributs que nous apporte chacun d'eux. Alors, on est un petit peu à la traîne en matière d'attributs sur la foi, principalement. Donc, attention à ce facteur-là. On serait tenté de regarder Angelier qui nous donne 1 en foi, ou Ancéis qui nous donne 1 en foi également. On voit qu'Ancéis nous donne également 3 en influence, sachant qu'actuellement on est à 5. Donc 5 et 3, ça fait 8, ce qui nous permettrait éventuellement de construire un nouveau rempart. D'autant plus que l'action fortifiée ne coûterait pas de provision. Ça peut être un élément important. Que nous propose Angelier? Il nous rapporte 2 pièces. Pourquoi pas? Et Roland, lui, nous permet de gagner 4 en combat. Et recruter ne coûte pas de pièces. Alors on va regarder un petit peu quelles sont les opportunités. Je vais les regarder surtout hors caméra pour pas alourdir la vidéo. Et puis je reviens vers vous avec un choix un petit peu plus éclairé. A tout de suite. Donc après réflexion, je vais me diriger vers Ancéis. Pourquoi? Parce qu'Ancéis me propose surtout ce bonus-là, cette capacité à tricher avec les règles, puisque fortifier ne coûte pas de provisions. Je n'en ai pas beaucoup de provisions, je préfère les conserver pour avancer encore dans certaines actions. Et j'envisage de prendre la carte avec le criminel, tant pis. Ça va peut-être déclencher une inquisition, mais j'aurai toujours la possibilité d'absoudre ce que je compte réaliser encore une fois et rembourser mes dettes si je devais en tirer. J'ai 4 en force. Bon, voilà. Alors j'ai forcément un choix à faire. Je vais prendre Ancéis, tant pis. Surtout que les autres paladins m'apportent des combattants, mais j'en ai un sur... J'en ai déjà un sur la carte taverne que je m'apprête à prendre. Alors, je vais garder Ancéis comme paladin pour cette manche. Ensuite, justement, je vais, je pense, garder Angelier pour l'équilibre qu'il propose au niveau de ses attributs. C'est quand même très important, cette notion d'attribut. Et tant pis pour un recrutement gratuit. Ensuite, alors là, je ne vais pas fortifier maintenant. Je vais déjà, de toute façon, avant de faire mes actions, c'est vrai, je vais récupérer tous mes ouvriers. Un éclaireur et un marchand d'abord. Et puis, comme je le disais, je vais récupérer cette carte-là pour la variété qu'elle propose. Donc, c'est un criminel qui revient à piocher une carte suspicion. Elle me rapporte une pièce. Donc, ça va, l'inquisition ne tombe pas maintenant.
Ensuite, je récupère un marchand, un éclaireur ou chasseur, c'est la même chose, et un combattant. L'automa, lui, n'a pas de criminel, donc il va récupérer 5 plus 3, donc 8 ouvriers, et 8. Voilà. Et cette fois, on peut démarrer. Alors, c'est sûr que je suis toujours tenté de fortifier maintenant, mais je vais le faire dans un second temps. Je vais d'abord attaquer. Alors, sachant que ça a un peu moins d'importance parce que désormais, Charles-le-Chauve, lui, peut attaquer plus facilement. Donc, il ne va pas forcément cibler ce qu'on va envisager. Maintenant, ce qui est important, c'est le choix que nous voulons faire. Moi, j'ai 4 en force uniquement, alors qu'en séisme, ne m'apporte pas de force. Donc, je peux attaquer l'un ou l'autre de ces personnages. Je vais plutôt attaquer le guerrier, qui me permet de progresser en influence et gagner un clerc. Donc, c'est surtout l'ouvrier là qui m'intéresse. Donc, je vais lancer une attaque immédiatement. Donc, je dépense un combattant et qu'est-ce que je dépense? Un éclaireur. J'ai les conditions pour attaquer sans problème. Donc je réussis à vaincre ce guerrier. À la mesure où je réussis à battre ce guerrier, eh bien j'avance de 1. Ah non, pardon. Je me trompe. Je gagne 1 point en influence, donc je monte à 6 au niveau des points de victoire et je récupère un clerc. Et enfin, je mets cette carte dans mes envahisseurs vaincus. Je vais chercher mon clerc dans la réserve. Voilà qui est fait. Et là, ce qui est bien, c'est que j'atteins enfin mon premier objectif d'attaquer ordre donné par le roi. Charles le Gros est toujours autant en forme, donc il va tout de même regarder notre action et réagir. Et lui, il va établir une garnison. Il veut garantir une présence dans la région. Alors, établir une garnison pour lui, c'est possible. Ça lui coûte 3 ouvriers de n'importe quelle nature. Alors, attention à son niveau de force néanmoins. Donc là, il a 5. Oui, il a largement de la place. Il peut établir une garnison là ou là, sans problème. Donc, c'est ce qu'il va faire. Dépenser 3 ouvriers. Alors, ce qui nous arrange, c'est que voilà, le coût est cher, en fait, pour lui. Hein. Et donc, ça nous arrange, ça épuise ses ressources. Il envoie une garnison que je viens de prendre sur son plateau. Je la mets sur le... Alors, on va regarder ses priorités. Donc, c'est recruter, rembourser une dette. Alors, il n'y a pas ce type d'action. Ensuite, c'est prier. Il n'a pas l'action... Ah si, ici, non, 7, il ne peut pas. Donc, il n'a pas l'action prier non plus. Donc, il va essayer de recruter 2 villageois, mais ce n'est pas possible. Donc, il va recruter celui-ci. Ça va avoir un villageois, il a le choix, mais il prend le plus à gauche. Donc, il récupère un homme, voilà, prêt à le servir. Bien sûr, il récupère aussi un point de foi, donc ça le fait progresser sur sa piste d'attributs, ce qui est toujours un énorme avantage pour lui. Et ça met fin à son action, tout simplement. Donc on enchaîne directement par nous. J'ai envie de fortifier pour voir si je ne récupérerai pas de nouveaux villageois, ça pourrait être bien, et de toute façon, ça me sert. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Qu'est-ce qu'il reste comme action? Oui, on peut également... ah oui, peut-être effectuer une faveur du roi. Est-ce que j'irai pas chercher encore les deux criminels? C'est peut-être un peu tôt. Je peux dépenser un criminel pour prendre des ressources ici. Mais avant ça, je vais quand même fortifier. Ouais. J'ai pas d'urgence en fait à aller chercher une faveur du roi, ni à absoudre, puisque je n'ai pas encore de dette. Ça va pas tarder, mais je n'en ai pas encore. Donc je vais plutôt réaliser une action de ce type en dépensant
enfin une action de type fortifié, qui me coûte rien du tout au niveau des provisions. Je vais fortifier, il me faut 7 en niveau d'influence. Donc j'ai 3 plus 6, donc je suis à 9 en influence. Donc je les ai, je peux tout à fait atteindre l'objectif fixé. Je révèle une carte influence, donc c'est un point de combat et un marchand. Donc un marchand, c'est ce que je visais. Enfin, pas spécialement un marchand, mais un recrutement. Et un point de combat, on arrive à 5. Ça nous permet d'attaquer dans une région plus lointaine. Bien. Mon tour doit s'achever comme ça, je pense. Ouais. Ouais. Alors là, ce qui est super, c'est que je gagne un point de victoire en plus. D'avoir fait progresser mes attributs. Enfin, voilà, c'est assez profitable quand même comme action. C'est même très profitable. Mais je vais attaquer pour faire avancer mon jeton, mon attribut de force ensuite, je pense. À Charles le Chauve. Allez. Il essaye de répondre à un ordre du roi. Donc, en priorité, l'attaque. Alors là, il peut. Hein. Il peut. Il a des ouvriers. Il est à un niveau 5 de combat. Donc, il peut tout à fait cibler cette carte. On va regarder quand même qui il cible. Alors, il cible l'ennemi, enfin l'envahisseur dans la 4e région. Mais il n'a pas assez au niveau militaire. Donc, il va se rabattre sur la traîtresse. Ce qu'il fait. Alors, d'abord, il va dépenser un ouvrier pour attaquer. Il cible la traîtresse, ce qui constitue pour lui une nouvelle victoire. Et elle lui donne un point d'influence. Donc, il atteint les 7. Ainsi qu'un criminel. Alors, bon, le criminel, ça représente... peut-être un atout, mais aussi une carte suspicion. Ça nous arrange, puisque nous, on avait une carte suspicion en main. Alors, il récupère 2 cartes, deux pièces. Il n'y en a qu'une en réserve, donc une pièce d'abord, ce qui lui permet d'avancer une fois. Il n'y a plus de pièces, donc là, on va résoudre une inquisition. Alors, quand il y a égalité entre les joueurs, puisque là, chacun a une carte suspicion. Je vais regarder ce qui se passe, parce que je crois qu'en fait, on défausse tous les deux et on prend tous les deux une dette. Inquisition. Là où les joueurs qui ont le plus de cartes suspicion reçoivent une carte dette. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, autant moi que l'automat. Du coup, on récupère chacun une carte dette, mais en se séparant aussi d'une carte suspicion. Donc là, c'est moins 3 points pour l'automat et moins 3 points pour moi. Bon, je m'en doutais de toute façon, et j'ai... l'intention d'absoudre pour m'en débarrasser, donc c'est pas très grave. L'action n'est pas finie, déjà je vais réalimenter les caisses de l'inquisiteur et on va poursuivre en défaussant une nouvelle pièce qui va rapporter une ressource à l'automat, donc un point d'attribut en force. Donc il atteint le 6e niveau de force, donc 6 points de victoire. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie vraiment. Il va falloir qu'on progresse aussi, nous, à ce niveau-là. Justement, est-ce que j'absous maintenant? Excusez-moi pour cette interruption. J'étais en train de me demander si j'absolvais. Mais entre-temps, j'ai regardé les cartes de recrutement. Je pense que je vais recruter la missionnaire, qui me permet de récupérer deux villageois supplémentaires. Dans l'action précédente, où Charles le Chauve attaquait, il a jeté son dévolu sur la traîtresse, je crois. Ouais, c'est ça. Or, il aurait dû attaquer l'archer. Donc, ce que je vais faire pour ne pas m'avantager, parce que l'archer étant plus accessible que la traîtresse, je vais décaler l'archer ici. Comme ça, si j'attaque, j'aurai ces conditions à remplir. Alors, c'est pas très protocolaire, je vous l'accorde, mais au moins, je conserve l'équilibre, parce que j'ai relu les règles de ciblage des cartes quand la carte ciblée sur la piste de ressources par l'automat n'était pas disponible ou n'était pas atteignable, il retourne vers la carte, il regarde la carte de droite. Donc
Si la carte de droite n'est pas disponible elle-même, il va regarder la carte de droite, puis la carte de droite, et revenir au début comme ça. Donc ça, c'est une petite pression. Alors du coup, je sais pas trop comment j'ai fait pendant la partie. Je pense que j'ai fait ça, mais j'ai dû cibler à chaque fois la carte la plus forte en me disant que c'était logique par rapport à la région. Mais j'en suis pas certain du coup. Là, ça c'est pas très logique. Je pense qu'il aurait dû prendre les emplacements accessibles dans cette région-là pour m'empêcher de les récupérer. J'ai un petit doute de règle là-dessus. Quand vous vous lancez dans une partie de paladin, c'est vrai qu'il faut faire attention à ces pages 28-29 qui vous donnent vraiment des clés importantes pour le règlement des actions en finesse de l'automa. Moi, j'ai fait 2-3 erreurs là pendant la partie. Je les récapitulerai à la fin, mais bon, c'est pas très grave en même temps. Mais quand même, du coup, si je gagnais, j'aurais une victoire en demi-teinte. Voilà, je ferme la parenthèse et puis je reprends tout de suite mes actions. Je vais recruter. Hein. Oui, je vais recruter grâce à un marchand. Et je vais aller chercher la missionnaire qui est gratuite et qui me rapporte 2 villageois. Un villageois et un chasseur ou un éclaireur, comme on veut, que je mets dans ma réserve. J'espère que cette action ne va pas être une opportunité pour Charles le Chauve de me damer le pion sur autre chose. Alors, justement, comme le fait exprès, il va chercher une faveur du roi. Il va cibler en fonction de la position du pion aux ressources. Donc là, il va cibler la première, à savoir celle-ci. On va lui rapporter un max. Alors lui, il peut mettre n'importe lequel des ouvriers. Donc là, c'est une pièce, une provision. Donc son jeton avance de 2. Il peut se défausser d'une carte suspicion qu'il n'a pas. Donc une pièce par de l'inquisition. Et enfin, il récupère un villageois. Je déteste quand il fait ça. Quand il récupère des villageois, vraiment. Je me dis que je ne vais pas voir le bout de ses actions et ça me met une pression dingue. Bon, en attendant, c'est à nous. Alors, voilà. Il nous a un petit peu coupé les pattes là sur l'action faveur du roi, mais bon, il nous en reste. Alors, nous, faveur du roi, moi j'ai besoin de provisions parce que j'aimerais construire encore ici pour gagner des points de victoire. J'ai toujours une dette à rembourser. J'aimerais bien sûr avancer sur ma piste attribut, notamment au niveau de la force. Alors, pour avancer au niveau de la force, je pourrais attaquer ou convertir l'archer. Ce serait possible. Pour convertir, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Oui, j'ai ce qu'il faut, mais je ne pourrais pas absoudre. Or, j'ai besoin d'absoudre pour régler ma dette. Mais attention, si j'absous, il me faut absolument disposer d'une carte à défausser, d'une carte suspicion à défausser, sinon l'action elle est moitié vide, c'est pas toujours, c'est pas trop souhaitable. Est-ce que je vais chercher justement une carte suspicion en sollicitant une faveur du roi et l'aide de 2 espions? Ça peut être bien. Alors j'ai besoin d'un clerc, sachant que je vais développer, je pense ici, derrière. J'aurais plus forcément besoin de ce clerc. Je vais envoyer ce clerc auprès du roi. C'est un évêque. Il a ses entrées au palais royal, donc je pense qu'il va aller solliciter une faveur supplémentaire. Donc cette faveur, c'est nous envoyer deux espions. Alors, on peut dire des criminels, mais moi je trouve que thématiquement ce sont des espions. Et donc il m'envoie un premier criminel, donc je prends une première carte suspicion. Alors c'est très dangereux ce que je fais. Ouais, 2 cartes. Deux pièces pour cette première carte suspicion. Et un deuxième criminel. Ouais, c'était peut-être pas le bon moment, hein, je sais pas. Et un deuxième criminel. Une nouvelle carte suspicion. Alors attention. Ah, j'ai peut-être pas fait le bon choix là. Je pense que je vais subir une acquisition. Ouais, c'est ça. Une deuxième carte avec 2 pièces. Donc là, je récupère la première pièce. Je vais subir de plein fouet l'inquisition en défaussant une carte suspicion et en prenant une dette. Ça me fait moins 3 points encore. C'est assez embêtant. Bon, après, voilà, il faut que j'accepte. Et je récupère encore une pièce du trésor
l'Inquisition comme il se doit. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai beaucoup de pièces par contre. Donc, je vais pouvoir faire pas mal de choses. Et mon action de faveur du roi est terminée. J'espère que c'était le bon choix. J'en suis pas certain du tout. Allô Thomas. Il va fortifier. Pour ça, il lui faut un en influence. Il les a. Et puis, fortifier, il lui faut 3 ouvriers. Ça, c'est très bien. Donc, il va envoyer un marchand et 2 villageois sur son action. Enfin, accomplir ce chantier. Il récupère une carte. Alors, c'est une carte qui lui donne 1 en force, qui lui permet de rembourser une dette. Alors, ça l'arrange. Il rembourse la dette qu'il avait, ça lui rapporte 1 point de victoire. Et c'est tout, les 2 pièces, du coup, ne sont pas récupérées. Ok. Ouais, je vais mettre ça là. Tac. Voilà pour l'action de Charles le Gros. Charles le Chauve. Charles le Gros, c'est son successeur. Donc Charles le Chauve, ils avaient des noms très valorisants. Alors, je ne connais pas exactement l'origine de leur petit nom. Je sais que Charles le Gros, c'est lié au fait qu'il se tondait la tête pour partir en croisade ou un truc comme ça. Enfin, pas en croisade, mais en guerre de religion. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Charles le Gros, je ne sais pas. C'est parce qu'il devait être bien important ou aimer les joies de la vie. Bref, donc on revient à nos moutons. Alors, est-ce que j'absous cette fois? Non, je vais développer d'abord. Je vais développer parce que ça va me permettre de réduire les coûts de l'absolution. Donc, je vais développer en envoyant... qui? Donc, déjà un villageois, ainsi que peut-être un criminel. On a besoin du reste. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Ouais, j'ai besoin du reste. Ok, donc un criminel. Je paye 4 pièces et je développe. Je développe. Non, je vais développer absolument. Je vais plus facilement atteindre les objectifs de l'absolution que d'envoyer des moines en région. J'en ai envoyé aucun pour le moment. Ça me paraît compliqué. Donc là, j'ai développé en construisant un atelier pour augmenter mes capacités d'absolution. Je récupère donc un éclaireur. Oui, ça, j'aurais pu l'anticiper. Ouais, plutôt qu'un criminel, je vais envoyer l'éclaireur du coup. Parce qu'il suffisait que je regarde. Donc voilà. Et puis, voilà, c'est la fin de mon tour. Allez, Charles, ordre du roi. Donc il cible l'attaque, parce que lui, il est toujours à 3 d'attaque. Il cible également la 3e carte dans l'ordre de la piste de ressources. Donc la 3e carte, c'est l'archer. Voilà. Alors pour le coup, lui, je vais la remettre là, c'est plus simple pour lui. Il a déjà ciblé la carte qui était ici. Donc ça, je l'avais décalé si c'était moi qui devais récupérer. Donc je rééquilibre en fait un petit peu. Alors ça n'a aucune importance puisque dans tous les cas, il a suffisamment en capacité militaire pour vaincre l'archer. Et vaincre l'archer lui rapporte 1 point. Alors ça fait mal. 1 point d'influence, donc il passe au niveau 8, ce qui lui rapportera 9 points de victoire en fin de partie. Et 2 provisions. 1, 2. Donc là, son jeton de ressources, c'est tout au bout de la piste. Cet archer est vaincu. Il le pose dans sa galerie des trophées. C'est à nous. On va effectuer une action d'absolution. Voilà, avec un commerçant et un criminel qui viennent ici. Il me faut 5 en influence. Je suis au niveau 6, donc il n'y a pas de problème. Je peux dépenser 2 pièces. Ce que je fais, je récupère cette jarre. Je me lave de tous mes crimes, de tous mes péchés et je vais du coup utiliser la capacité à rembourser une dette pour récupérer des points, 1 point de victoire. Enfin, c'est 4 points de victoire en réalité, quand on regarde bien. Voilà, en remboursant cette dette. Par ailleurs, je défausse ma dernière carte. Suspicion. Comme j'ai effectué une action absoudre, je gagne une provision supplémentaire. Voilà, sachant qu'il m'en faut 3 après pour fortifier. Le suzerain ne décolère pas et prie de toutes ses forces pour que nos initiatives s'écroulent, provoque
notre effondrement. Donc il prie. Il envoie un de ses meilleurs représentants ecclésiastiques prier, pour que les prières soient vraiment entendues de Dieu. Il défausse tous ses villageois et remélange toutes ses cartes. Je pense qu'il implore peut-être la colère de Dieu, que la colère de Dieu s'abatte sur nous. Nous désignons comme une Sodome et Gomorrhe, peut-être. Il en a gros, ça c'est sûr. Ça met fin à son tour, c'est à nous. Ah oui, j'ai oublié, quand on absout, on gagne 1 au tour précédent. Je ne me suis pas accordé le point de 2 fois. Et c'est important puisqu'il me rapporte 3 points de victoire. Donc je le récupère tout de suite. Voilà, donc ça c'est un petit oubli du tour précédent. Que faisons-nous? Alors, qu'est-ce qui me permettrait de gagner de la foi? Peut-être établir une garnison? Oui, établir une garnison me permettrait d'augmenter mon niveau de foi. Donc c'est ce qu'on va faire. Est-ce que j'ai les moyens de faire ça? Ça me fait dépenser 2 criminels. Donc ce sera la dernière action de ce tour. Ou est-ce que je vais chercher une faveur du roi d'abord? Faveur du roi qui me rapporterait 2 provisions et une pièce pour fortifier au prochain coup. J'en aurais bien envie. Ouais, je vais faire ça. Je vais envoyer mon chasseur auprès du roi pour obtenir cette récompense. Donc c'est une pièce, mais qui émane du trésor de l'église. Et 2 provisions. Donc ça m'amène à 4 provisions. Ça, c'est très bien. Non, ça vient pas du trésor de Charles le Chauve du tout. Non, je dis une bêtise. Ça vient du trésor du grand roi, pas de Charles le Chauve, qui n'est pas sur le même territoire que nous. Alors, il va attaquer justement Charles le Chauve pour accomplir une fois pour toutes les ordres du roi. Est-ce qu'il peut le faire? Ben oui, puisqu'il a prié, donc il a débarrassé le terrain de ses troupes précédentes. Il va envoyer un villageois attaquer, simplement. Il a combien en attaque? Il a 7, donc il a juste ce qui lui permet de venir ici. Il attaque, ça lui rapporte 1 point d'influence encore, donc il passe à 11 points de victoire en atteignant le niveau 9 d'influence et 2 pièces provenant du trésor. Donc il va encore avancer. Donc, j'enlève une pièce du trésor là-bas. Et 2. Voilà. Donc il a avancé ici. Il est passé de 9 points de victoire à 11 points de victoire pour son niveau d'influence. Charles est très très influent auprès de notre royaume. Il nous met une pression folle. Et dans le même temps, on voit qu'il a atteint les objectifs d'attaque. Donc, eh bien, dans le cas où il tirerait une nouvelle carte ordre, il ciblera plutôt l'absolution en priorité. Son tour est terminé. Nous, il nous reste 3 criminels. On ne peut plus absoudre, on ne peut plus attaquer, on ne peut plus fortifier. On ne peut plus recruter non plus. Est-ce que j'établis une garnison? Missionner. Ouais, je suis en retard au niveau de la foi, donc je ne vais pas pouvoir missionner, ça c'est certain. Enfin, pas très loin, je peux missionner jusque dans cette zone. Oui, c'est ça. Je peux missionner jusque dans cette région, ici ou là. Là, il n'y a plus d'emplacement. Alors, est-ce que ce sont des options intéressantes pour moi? Là, je peux remporter un villageois, me débarrasser d'une carte, je n'en ai plus. Gagner 2 pièces, j'en ai 4 pour l'instant. Ici, je peux gagner un villageois, mais spécialisé, marchand, éclaireur ou combattant, ou 2 pièces. Ouais, c'est pas super intéressant. Par contre, d'établir une garnison, ça me permet d'avancer au niveau foi. Est-ce que j'ai pas un autre moyen pour avancer en force et atteindre le 6e cran là, au niveau des points de victoire, donc le 6e niveau de force? Je préférerais ça.
Ah si, je peux attaquer éventuellement. Ouais, non, mais attaquer, ça ne m'aide pas. Parce que là, attaquer, il me faut 9 en force. Pour l'instant, j'ai 5 en force. Donc, pour attaquer le garde, il me faudrait 9. Donc, je dois dépenser 2 pièces. Voilà. Parce qu'en dépensant une pièce, je gagne 2 crans de force. J'ajoute de la capacité militaire en recrutant des guerriers locaux dans cette région. Voilà, c'est ça thématiquement. Ce qui est indiqué dans le livre de règles d'ailleurs, ce que je trouve très bien, ça donne du sens à cette action. Sinon, j'établis une garnison. Qu'est-ce qui me rapporte le plus? Si j'attaque le garde en dépensant 2 pièces, je vais gagner beaucoup plus. Ouais, donc je crois que c'est ça que je vais faire. En plus, ça m'ouvre la voie à des scores plus importants au niveau de l'influence. Ah, mais je peux pas. Je ne peux pas attaquer. Donc c'est établir une garnison ou rien. Il me reste 3 ouvriers, donc je peux éventuellement les garder pour le tour suivant. Je peux aussi prier pour retirer une... Eh oui, je peux prier, ça me coûte 2 pièces. Si je retire ces deux-là, par exemple, ou ces deux-là, je pourrais attaquer le garde, gagner 1 en influence, il me faut 8 au prochain cours. Là, j'ai en influence, j'ai 6 et 3, 9, donc je pourrais aussi fortifier. Mais si j'attaque le viking, je remporte tout ça. Bon, je vais envoyer un criminel prier. Je dépense 2 pièces. Je prie. Je défausse mes ouvriers sur l'action fortifiée. C'est la fin de mon action priée. Stachar. Il absout. Après avoir attaqué, ça me semble logique. Il faut se laver du sang qu'on a sur les mains. Donc il absout, mais seulement, il essaye de le faire, mais il n'a qu'un seul ouvrier. Donc dans ce cas-là, il envoie son ouvrier recruté. Il va cibler la deuxième carte villageois. On le voit sur la piste de ressources. Donc le deuxième villageois, en partant de la gauche, c'est l'acolyte. L'acolyte, lui permet de faire une action de prière à nouveau. Supprimer l'ouvrier qu'il avait sur l'action attaquée, enfin le renvoyer, et remélanger ses cartes, simplement. Mince, j'ai envoyé valdinguer tous ces jetons. Voilà, donc là, Charles le Chauve est fidèle à lui-même. Hein. Il multiplie les assauts, les mouvements militaires, gagne énormément en puissance et commence à bien nous mettre la misère avec le soutien de l'Église. Il est assez redoutable, hein, parce qu'on était bien en avance et là, il est en train de m'exploser sur les attributs. Moi, j'ai passé, alors, ouais, j'ai oublié au tour précédent, d'enlever tous mes ouvriers. Donc, comme j'ai passé, c'est terminé. Donc, on atteint la fin de la 5e manche. Donc, on passe à cette phase d'entretien qui précède le début de la 6e manche. Ici, la conspiratrice est défaussée, puisqu'elle est sur le 2e emplacement partant de la droite. Tout le reste glisse, ce sont des architectes qui sont à l'œuvre dans le pays. On voit un châtelain, une sentinelle et un abbé qui arrive. Les envahisseurs ont été anéantis là, proche de nous. Par contre, les Vikings, qui n'ont pas froid aux yeux, avancent. Les Sarrasins reviennent et renforcent leur présence d'ailleurs. Alors, on retrouve les Byzantins aussi qui font leur apparition. La protectrice viking va emboîter le pas. Bon, là, on a un petit peu de tout le monde qui veut tenter sa chance. On va passer à la manche numéro 6. Donc d'abord, on va révéler 2 cartes taverne. Donc on en a une sur laquelle figure un criminel. L'autre, 2 combattants, 2 villageois. Elle est bien cette carte.
Celle-ci ne m'amène rien de plus que ce que j'ai déjà. Ensuite, évidemment, une nouvelle faveur du roi étant pour parler. Ouais. Ah, elle nous apporte... alors, c'est une faveur du roi de l'extension, mais on va la conserver. C'est-à-dire qu'elle nous apporte un point de tribu dans n'importe quel domaine. J'aime bien. J'aime bien cette faveur. Ou alors, elle nous permet de rembourser une dette. Donc moi, ça me rapporterait 3 points de victoire, hein, ni plus ni moins. Parce que j'ai cette dette et je n'ai plus moyen par l'absolution de rembourser. Le seul moyen que j'ai, c'est d'établir une garnison, d'envoyer un missionnaire en région. Voilà, donc cette 6e manche est lancée. Anséis nous quitte et on va sélectionner 3 nouveaux paladins. Alors on retrouve Yvon, Oliver. Ah, Oliver est intéressant parce qu'il nous apporte 4 en foi. Yvon 3 en foi et Angelier 1 en foi. Vraiment un moine guerrier là, Oliver. 4 en prière. Oh, c'est intéressant. 4 en prière, j'ai combien en foi? Non, 4 en foi plutôt. Pour Oliver, j'ai 4 en foi. 4 et 4, 8. Donc je pourrais tout à fait me rallier les services de la protectrice. Ce serait pas mal d'ailleurs, parce que je vois son score là. C'est 1 point de victoire par dette remboursée. Or, j'en ai déjà 2. Ce serait 2 points de victoire supplémentaires. J'aime beaucoup cette carte. Un petit peu sur le terrain de la foi qui peut me faire défaut de temps en temps. Parmi mes 2 chevaliers restants, je vais conserver... Ah, c'est difficile comme choix. Je vais conserver plutôt Angelier, attaquer rapporte 2 pièces, missionner ne coûte pas de provision. Non, je vais conserver missionner ne coûte pas de provision, Yvon. Ouais, sa capacité, je pense, m'aidera davantage, même si j'étais tenté par les villageois de Yvon. Et voilà. Là, je pense qu'il va falloir que j'aille missionner pour récupérer des bonus en région. Alors, ce que j'ai oublié de faire après dans la phase nettoyage, c'est d'enlever voilà, tous les villageois qui étaient sur les cartes faveur. Il me reste maintenant à sélectionner une carte. Cette carte m'apporte, enfin à la taverne, je recrute 2 combattants et 2 villageois, enfin 2 paysans. Alors que Charles me succède et recrute également 2 combattants, un criminel et un marchand. Il a une idée derrière la tête. Alors, nous arrivons dans la 6e manche. Donc 6 plus 3, 9. Là, il a récupéré 4 villageois. Ça, ce sont des villageois du tour précédent que je vais lui rendre. Donc il a 6 villageois. Il lui en manque 3. Il a bien ses 9 villageois maintenant. Il mobilise toutes ses forces pour nous faire rendre grâce. Je ne sais pas si ça se dit. Je n'ai pas pris mes deux clercs qui accompagnent Oliver. Donc je les prends aussi, oui, parce que j'avais 2 criminels encore précédemment en main. Et donc je démarre ma première action. Alors j'ai envie de faire quoi? Alors, à ce tour, je vais fortifier. Je vais également convertir. J'aimerais convertir la protectrice. Je vais attaquer le garde. Ça fait déjà pas mal. Hein. Puis on verra si je développe ou pas. J'aimerais bien développer aussi. Mais... parce que ah non, la garde, je vais l'attaquer. Donc non. Ok, alors je commence par une attaque. Donc c'est un villageois et un combattant que j'envoie au combat pour défendre
Donc j'ai largement assez hein, pour défendre les contrées face aux Vikings. Donc ça me rapporte 1 en influence, donc je monte à 7. Un marchand. La guerre est à la fois propice au commerce, et la sécurité aussi d'ailleurs, et une provision. Provision, je n'en manque pas, mais ça va me servir à fortifier. Okay. Bien, c'est à Charles. Il attaque lui aussi. Il attaque, il n'envoie qu'un combattant, lui, ils sont très expérimentés, ces troupes. Donc il n'a pas besoin d'envoyer plus de monde que ça. Avec un niveau de 7 en combat, il cible la deuxième carte, donc il va cibler la vigilante. Qui combat tout de suite. Qui lui rapporte 1 point d'influence, donc il galope sur sa piste d'attributs. Lui permet de défausser une carte. De suspicion, il n'en a pas, donc c'est la dernière pièce du trésor qui disparaît. Ça déclenche une inquisition. Aucune suspicion n'est contre nous, donc le trésor sera regarni par les efforts du tiers-état. Et enfin, un clerc rejoint les rangs de Charles. C'était une espèce de guerre sainte qui vient de mener. Non, ici. Ça met fin à son tour, c'est à nous. C'est à nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Fortifier, je peux pas tout de suite. Il me faut 8 en influence. Donc, il faudrait que je progresse en influence. Pour progresser en influence, missionner pourrait être une solution. J'envoie un de mes moines faire ce qu'il faut. Alors, est-ce que ça m'intéresse? Ouais. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est de pouvoir, là, je sais pas si vous voyez, en fait, c'est de rembourser une dette. Ça m'intéresse. Mais pour faire ça, il me faut 6 en foi. Or, je ne les ai pas. Si, je les ai grâce à Oliver. J'ai 4 et 4. Donc, je vais pouvoir faire ça. Mais oui. Par contre, ça va me coûter un maximum de villageois. Mais je vais quand même le faire. Alors, j'envoie un criminel, un villageois et un clerc pour cette mission. Grâce à mon niveau, je peux tout à fait me rendre dans cette région, grâce à mon niveau de dévotion. Donc je cible cette région et je rembourse une dette. C'est indispensable. Je gagne un point de victoire. Et par ailleurs, je prends un point d'influence supplémentaire. Donc j'atteins 9 en points de victoire sur cet attribut. Ce qui devient sérieux. Ce qui limite aussi un peu l'avance de Charles le Chauve sur nous. Ça m'a coûté cher, mais bon, ça nous a rapporté quand même beaucoup de choses. Très bien, allez. C'est à Charles, qui est toujours à 9 ouvriers, il va absoudre. Absoudre pour lui, c'est 2 ouvriers. Donc il envoie un clerc et un villageois. Il est à 10 en niveau d'influence, donc c'est largement suffisant. Il va gagner 1 point de foi, donc il atteint le niveau 7. Se défausser d'une carte suspicion n'est pas possible, donc il retire une pièce du trésor. Il peut rembourser une dette, il n'a pas de dette à rembourser, il peut se défausser d'une seconde carte suspicion qu'il n'a toujours pas. C'est une autre pièce qui repart. Son action absoudre est terminée. C'est dangereux, il est en train de vraiment de faire des bonds géants sur cette piste d'attributs là. Et moi j'ai du mal derrière à suivre. Il lui reste beaucoup d'ouvriers en plus. Hein. Ouais. Moi il me reste 4 ouvriers. Alors j'ai assez cette fois en influence pour fortifier, donc je vais fortifier. Il me faut un criminel pour remplacer le chasseur et puis n'importe lequel de mes ouailles. Qu'est-ce que je vais conserver? Je vais envoyer le marchand plutôt. Voilà.
J'ai bien 8 en influence sans problème. Je dépense 3 provisions. Patiemment accumulées. Ce qui me permet de piocher une nouvelle carte fortification. Waouh! Alors, je gagne 1 point de force. C'est ce qui m'intéressait en premier lieu. J'atteins le 6e cran, donc je prends 6 points de victoire. Je peux me défausser d'une carte suspicion, je n'en ai pas. Je peux prendre 2 pièces. Ça m'arrange. J'aurais préféré des villageois, mais tant pis. J'ai encore un moyen pour les villageois. 2 pièces, voilà. C'est à Charles. Direct. Ordre du roi. Donc, dans la mesure où il a réalisé le premier ordre du roi, il va plutôt se focaliser sur ceux qu'il n'a pas encore complétés. Donc ça va être absoudre. Mais il a déjà fait une action absoudre ce tour, donc il va se pencher sur la mission de foi. Pour missionner, c'est un seul personnage, un seul clerc qu'il doit envoyer. Il récupère un moine. Il récupère également un point d'influence, donc il passe à 16 points de victoire, niveau 11 de l'influence. Ensuite, il va cibler en fonction de son niveau de foi, donc 7, la région quelle région? Il va cibler... Non, il va cibler la région la plus à gauche, mais dans l'ordre. Donc, est-ce qu'il y a un recrutement possible en région, sachant que son niveau de foi est de 7? Recrutement niveau 7, donc il peut aller jusque-là. Non. Ensuite, il cible un remboursement de dette, mais il n'en a pas, donc il ne va pas s'en préoccuper. Par contre, il va essayer de prier. Prier, il a une prière ici possible. Donc il envoie son moine à cet endroit. Voilà. Il maintient son influence très très loin dans nos terres maintenant. C'est intelligent, hein, c'est intelligent. Il y a pas... Charles le Chauve est intelligent. C'est la fin de son tour. C'est de nouveau à nous. Je n'ai que deux ouvriers, enfin que 2 villageois sur moi. J'ai un combattant, donc je pourrais tout à fait aller chercher des provisions auprès du roi, ainsi qu'un villageois. Me défausser d'une carte, ça ne me sert à rien. Ou alors je vais chercher des criminels, mais ça risque de provoquer encore une inquisition, quoi. Maintenant, je n'ai pas de carte suspicion, je n'ai plus de dette. Le risque est relativement limité. Au pire, je vais me prendre une dette, quoi. C'est pas très grave. Est-ce qu'il me reste le moyen de rembourser mes dettes? Oui. En allant après missionner dans cette région de la protectrice. Par contre, je n'aurais pas converti la protectrice si je fais ça. Mais c'est pas encore le sujet. Le sujet, c'est de récupérer des ouvriers. Je n'en ai plus que 2. Donc ouais, je vais envoyer un combattant auprès du roi. Réclamer de l'aide. Ces espions feront l'affaire. Donc, ce sont 2 criminels qui rejoignent le royaume. Et donc, je prends 2 cartes suspicion, une après l'autre. Première carte, je ne pioche pas de pièces. Deuxième carte, il y a une chance que je pioche 2 pièces. Donc, il y a une chance que... Bah oui, donc je ne déclenche pas d'inquisition. C'est très très bien. Par contre, je prends des pièces quand même. Bon, c'est pas une mauvaise opération, cette faveur du roi. Voilà. Le roi m'aide beaucoup par ses caisses secrètes et ses espions. C'est très bien. Charles va missionner. Mais oui, il continue. Alors, il a déjà missionné ce tour. Donc, il envoie un de ses agents recrutés. Il cible la 2e carte villageois. Donc, c'est une sentinelle. Cette sentinelle lui rapporte 2 villageois, dont un combattant. Il regarnit ses troupes. Et voilà. Alors, du coup, moi, je me retrouve avec 3 ouvriers.
3 ouvriers et je pourrais convertir ici. Comme prévu, je pourrais convertir la protectrice. C'est ce que je vais faire. Donc je dépense tous mes ouvriers restants. Je fais une action de convertir, donc je vais gagner une provision par le biais de la missionnaire. Ayant 4 et 4, 8 en foi, je peux tout à fait me tourner vers elle et l'attirer à nous par la spiritualité. De fait, je gagne 1 en force. Et donc la protectrice rejoint notre royaume. Elle se positionne ici sur le premier slot, donc je ne paye rien. Par contre, elle me rapportera 1 point de victoire par dette remboursée. Or, j'ai 3 dettes remboursées. Donc ça, c'est plutôt très très bonne alliée. Vraiment. J'ai réalisé les actions que je souhaitais et je suis plutôt content de ça. De toute façon, cette partie m'a bien satisfait jusque-là. Je suis assez content de ce que je réalise. Après, on verra les résultats, mais pour l'instant, je suis plutôt content. Allez, Charles, il va convertir également. Donc, ça lui coûte 2 ouvriers. Alors, lui, il va convertir par la force, il va envoyer un combattant. Il va cibler le deuxième slot, mais le deuxième slot étant vide, il repart à droite, donc il vise l'émissaire. Convertir l'émissaire, c'est 4 en foi, il a 7, donc c'est sans problème. Ça lui rapporte 1 en force militaire, donc il avance niveau 8, ce qui lui rapporte 9 points de victoire. Et en plus, alors c'est une carte de l'extension, je crois, oui, c'est ça. Et en plus, l'émissaire lui permet de gagner 1 point par groupe de 4 points dans l'un des attributs. Donc évidemment, il choisira l'attribut le plus fort, à savoir l'influence. Ça, c'est un coup dur, hein, parce que 4 points par attribut, il est à 16, donc c'est 4 points de victoire pour lui. 4 points de victoire lui rapporte l'émissaire, c'est énorme. Il vient de mettre un coup d'arrêt à notre action précédente, en fait, qui nous garantissait un petit pécule intéressant, qui peut-être nous permet de passer devant. Bah là, non. Il va contenir notre élan. J'ai bien dépensé, oui, j'ai bien dépensé ces ouvriers. Moi, je passe, donc je défausse tous mes sujets. Absolument tout. Sauf ceux qui sont auprès du roi, là-bas. Et c'est à Charles. Il va fortifier. Fortifier lui coûte 3 ouvriers, il les a. Mais également 3 en influence. Il est très influent, il est au niveau 11, donc sans problème. Donc fortifié, ce sont 3 ouvriers placés sur son plateau. Voilà qui est fait. Il pioche. J'espère qu'il ne va pas gagner d'ouvriers. C'est toujours ça qui m'embête. Oh la vache. Donc un point de force. Donc il passe à niveau 9. Donc il gagne encore 2 points de victoire. Et en plus, il récupère 2 nouveaux ouvriers. Un villageois et un chasseur qui le rejoignent encore. C'est difficile de résister à cette escalade de puissance. Voilà, il dépense 3 ouvriers, il en gagne 2, c'est redoutable. Moi j'ai passé, donc c'est toujours à Charles de continuer. Il va recruter, ce n'est pas possible, donc il va prier. Il va envoyer un villageois prier. Quand il prie, toutes ses troupes quittent le terrain et regagnent leur foyer. Voilà qui est fait. Par ailleurs, son deck d'action réinitialisé. Il est à l'écoute divine, ça c'est certain. Il ne faut pas négliger cette dimension. Nous avons passé, donc c'est toujours à Charles. Toujours et encore à Charles. Il convertit une fois de plus. Ça lui coûte 2 ouvriers. Vous voyez un combattant, un chasseur. Convertir de nouveau, il est toujours à 7.
convertir à 7, donc il cible le deuxième cran qui est déjà vaincu, donc celui-ci, donc non, celui-ci il est assez, donc il réussit à convertir le traître. Le traître lui rapporte 1 en puissance militaire, donc il atteint 13 points de victoire, et chaque carte dette non remboursée lui coûte 1 point de victoire en moins. Mais c'est assez faible, alors il ne pourra pas bénéficier de cette capacité, seulement il gagnera au moins 1 point de victoire. C'est très très habile de sa part, il nous encercle entre l'influence interne accomplie par ces hommes d'église et les alliances qu'il tisse avec mes ennemis. Voilà, c'est un personnage très politique, très fin, qui va peut-être nous conduire à notre perte. J'ai passé, c'est toujours à lui, puisqu'il lui reste un ouvrier, un criminel. Il veut fortifier, est-ce qu'il peut? Non, il lui faut 3 ouvriers pour fortifier, il ne peut pas. Donc, il envoie son criminel commercer, prend une ressource, simplement. Ça met fin à son tour. J'ai passé, il n'a plus d'ouvriers, il passe. Voilà, on a passé tous les deux, donc on se retrouve pour préparer le début de la manche 7. Allez, on démarre cette ultime manche. Les architectes s'en vont. Le châtelain, lui, reste là pour constater l'issue du combat. Un agent de recouvrement, un autre châtelain. Alors, est-ce que je peux? Oui, un autre châtelain, c'est bon. Et missionnaire. Pour les envahisseurs, donc le byzantin, lui, se rapproche. Voyons le champ libre. Un sarrasin, protecteur, impressionnant. Un armurier viking aussi impressionnant que le sarrasin. Oh, un mercenaire également. Voilà, ce sont que des combattants. Ils ont compris qu'il y avait de l'opposition. Ce sont des guerriers aguerris là, qui se présentent à nos portes. Ça va être compliqué de les vaincre. En termes de mise en place, eh bien, on va révéler 2 nouvelles cartes. Oh, beaucoup de criminels, normal. Cette puissance, cette richesse accumulée dans nos cités et dans nos royaumes attire forcément des gens moins bien intentionnés. Le combattant sur la faveur du roi repart. Oliver nous quitte. Et enfin, 3 paladins se proposent de nous rejoindre. Missionner ne coûte pas de provisions. Missionner, ça nous permet de prendre de l'influence, ouais, ça m'intéresse. Conspirer rapporte 2 pièces. Chasser rapporte 2 provisions de plus. Alors chasser, ça pourrait être intéressant. Bon, cela dit, non, j'ai les 3 provisions, donc non. On n'a pas besoin de Girard. Peu de chance qu'on s'en serve. Au niveau de l'offre de la taverne, on a quand même beaucoup de choix. Gérin apporte 4 d'influence. Il me faut 9, j'ai 8. Alors qu'Yvon me donne... Ouais, Yvon est quand même plus adapté. Missionner ne coûte pas de provision. Oh, tout à l'heure, j'ai pas dépensé une provision pour missionner, dis donc. Je suis en train de me rendre compte, j'ai oublié. Je la dépense tout de suite. Je l'avais, mais j'ai oublié de dépenser les provisions. Donc j'en ai que 2 du coup. Ah ouais, ça m'arrange pas. Ouais, donc missionner ne coûte pas de provision, mais c'est peut-être ce que je vais faire. Et puis, au niveau de l'offre, là, c'est pas mal varié, donc ça m'intéresse. Allez, je garde Yvon pour cette dernière manche. Les 2 autres ont peu d'importance, je vais les laisser comme ça, comme d'habitude. Mais... il nous rapporte
un éclaireur, un clair. Tous les deux courageux. On va récupérer plutôt cette carte-là. Et donc 2 villageois, tout aussi courageux, un combattant et un criminel qui nous rejoignent. Ce criminel, forcément, m'amène ses travers. Et oui, il déclenche une inquisition, bien sûr. Je prends une pièce, mais voilà, je vais subir une inquisition. Donc, je me défausse d'une carte suspicion, la plus récente, mais je prends une dette. Je prends une nouvelle dette. J'aimerais beaucoup convertir le protecteur, parce qu'il me permettrait de gagner encore des points pour ces dettes remboursées, donc ce serait énorme. Moi, je vais faire un peu de diplomatie, je pense, à travers cette conversion. Peut-être faire ça en premier, d'ailleurs. J'ai pas mal en... Enfin, j'ai suffisamment, en tout cas, en foi. Donc c'est bien, je pense que ça va être ma première action. Ouais, allez, je convertis ici en toute première action pour ne pas me faire prendre le protecteur. Alors cela dit, c'est pas très grave parce que c'est pas la carte qu'il ciblerait. Puis avec son niveau de combat, 7, il aurait quand même le choix de convertir celui-là et celui-là avant de s'intéresser au protecteur. Non mais bon, je vais le faire, ce sera réglé. Je me jette à l'eau. Donc je convertis. Donc grâce à mes 3 ouvriers, j'ai largement assez en foi puisque j'ai 4, plus 3, 7. Donc je convertis le protecteur. Alors, une action de conversion ne me coûte pas de ressources, mais par contre je dois payer 1 pour fidéliser l'alliance. Je gagne 1 aussi en capacité militaire, donc je rejoins le 8e niveau, soit 9 points de victoire, ça c'est bien. Et mon action est terminée. Je vais certainement pas pouvoir tout faire. J'ai oublié de donner les ouvriers à Charles. Bah, il n'est jamais trop tard, donc là il va prendre... Il va prendre 2... Oui, je me suis un peu précipité là. Il prend 2 criminels. Donc là j'avais oublié de recharger aussi. Donc c'était 5. Et moi j'ai pris 2 pièces, il en restait qu'une, donc il faut que j'en récupère encore une. Donc là, je récupère une pièce pour moi de ma carte précédente, que j'ai défaussée d'ailleurs. Ouais, ça c'est un oubli. Ensuite, donc pour 2 criminels, Charles pioche également des cartes suspicion. Donc une première carte qui lui permet de récupérer 2 ressources. 1, 2. Et une autre carte encore. Encore 2 ressources. 1, 2. Il vide le trésor. Progresse ici. 1. Donc il avance de 1 en foi. Et 2. Provoque une inquisition. Alors lui il a 2 cartes. Elle est où cette deuxième carte? Je l'ai déjà défaussée bêtement. Donc il a 2 cartes et moi j'ai 2 cartes également. Donc on en défausse une chacun. Et on prend tous les deux une dette. Moins 3 pour Charles. Moins 3 pour moi. Moi j'avais déjà une dette active. Donc ça va peut-être orienter un peu mes actions parce qu'il faut que j'en rembourse au moins une. Au moins une pour gagner encore des points de victoire. Ce sera plus intéressant que le reste. Donc ça c'était pour son recrutement de 2 villageois. Ensuite, il prend un éclaireur, un combattant. C'est ce que j'ai oublié dans la mise en place. Hein. Et comme on est à la manche 7, eh bien, 7 et 3, 10. Donc, il reprend 6 villageois supplémentaires. 5 et 6. Donc, il a 10 villageois pour cette dernière manche. En plus, je révèle, j'ai complètement oublié, hein, je révèle, enfin, je lui donne sa faveur de roi et une dernière faveur du roi est révélée.
C'est encore un point d'attribut qui peut être récupéré, mais ça pourra m'intéresser. Voilà. Du coup, c'est à lui de jouer. Alors, il va prier. Alors, prier pour l'instant, ça lui sert pas à grand chose, si ce n'est remélanger ses cartes, et ses cartes faveur du roi sont toutes dans son deck maintenant. Voilà. Comme il n'avait pas de villageois défaussé sur la partie droite de son plateau, il reprend un villageois supplémentaire. Alors, ce qui est bien ce jeu, c'est que même si on oublie quelque chose, si on s'en souvient assez vite, on peut rattraper le coup. C'est vrai qu'il est assez peu sensible aux erreurs immédiates, quoi, on va dire. Donc de ce point de vue-là, c'est chouette. Moi qui suis parfois un petit peu en manque de rigueur, ça m'aide beaucoup. Ça permet quand même de garder le cap de la partie sans trop de conséquences. On revient vers nos actions à nous. Je pense que je vais envoyer... oui, alors je regarnis tout de suite le trésor. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il faut que je choisisse. Soit je fortifie, avec potentiellement la possibilité de récupérer d'autres villageois, sachant que ça me coûte que 2 villageois, ce qui n'est pas énorme. C'est un bon pari. Soit j'absous pour me débarrasser de cartes. Non, même pas. Il faudrait que je rembourse des dettes plutôt. Donc je... Ah, absoudre, ça me rapporterait 6 points de victoire. Ah, c'est compliqué. Ou alors je vais chercher cette faveur du roi. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Allez, hop, parce que ça me fait 2 villageois en plus. Je manque cruellement d'alliés là. Donc je vais chercher deux criminels. Comme le trésor est relativement plein, il y a peut-être une chance que je ne déclenche pas d'inquisition. Donc 0 pièce. Ah non, je mets ça chez moi. Et 0 pièce. J'ai 3 cartes d'inquisition, mais je n'ai pas touché au trésor de l'église. Donc ça va peut-être pas me porter à préjudice. Charles. Lui aussi, il va chercher une faveur du roi. J'ai bien fait. Bah, là, avec 5 cartes dans son deck, c'est logique. Et il va cibler la deuxième. Heureusement, c'est celle dont je me suis emparé. Donc, il va récupérer, enfin, il va cibler celle qui est immédiatement à droite. Donc, celle qui est à droite, c'est celle-ci. Donc, il défausse une pièce on voit que c'est une pièce rouge de l'Inquisition. Il en reste 4. Et il prend donc une pièce de l'Inquisition et il prend 2 provisions. Donc nous, avec 4 personnages, on peut absoudre et fortifier. On va absoudre en premier. Je vais envoyer 2 criminels pour l'absolution. C'est étonnant, mais c'est comme ça. J'ai largement assez en influence. Je suis à 8. Enfin, largement. 8, oui, 8 seulement. Donc j'absous. Je récupère cet amphore. Qu'est-ce que je fais de cet amphore? Eh bien, je la place sur cet emplacement. Donc cette absolution me rapporte des provisions. Je pense que je mets la main sur des offrandes qui ont été faites. Et je défausse une carte suspicion. Par ailleurs, je gagne un point en foi. Ça, c'est bien. Par contre, il fallait que je paye 2. 3 même. Je paye 3, mais je les ai, les 3. Encore une fois, j'ai fait les choses dans le désordre, mais tout est fait. J'ai pris l'amphore, j'ai payé 3. Je gagne un point de victoire. En même temps, je satisfais à cet ordre-là, donc je récupère 6 points de victoire. J'ai 7 points de victoire, mine de rien. Je récupère 2 provisions. Je me suis débarrassé d'une carte suspicion. Non, je ne suis pas égalité avec lui, mais bon, j'ai amélioré ma posture quand même. Voilà, et ça met fin à mon tour, je pense, dans cette phase d'absolution. Et derrière, je pourrais faire une action de fortifier, qui sera probablement notre dernière action. Charles, quant à lui, continue tranquillement. Convertir. Convertir pour lui, c'est 2 ouvriers. Un combattant, un clerc qui partent. Et
convertir. Alors, convertir consiste à cibler la 5e carte. Avec un niveau 8 en foi, il peut, sans problème. Donc, convertir lui permet de récupérer le garde. Et donc, un point de force. Donc, il atteint le 11e niveau. Il prendra, alors ça je sais pas, faut que je vois, parce qu'il a quand même des ateliers sur son plateau, mais alors est-ce que ça compte comme atelier ou pas, ça je verrai, je ne sais pas. Mais je pense que ça va me faire mal, tous ces alliés là. Allez, c'est à moi de terminer. Dernière action, je fortifie en envoyant 2 ouvriers. Pour fortifier, il me faut 9 en influence. Est-ce que je les ai seulement? Oh, je les ai pas. Non, je ne peux pas faire ça. Mince. Comment vais-je faire? Ah oui, tout à l'heure j'ai oublié, comme j'ai action précédente, j'ai absous, je récupère une provision aussi. Donc ça ne va pas changer grand-chose. Alors si je ne peux pas fortifier, qu'est-ce que je fais? Fortifier m'aurait rapporté 6 points de victoire là. Je suis à 3. M'aurait rapporté 6 points de victoire. Il me reste un... Il me reste 2 ouvriers, dont un criminel. C'est compliqué la fin. Bon, je crois que je vais envoyer mon criminel demander une faveur au roi, qu'il ferme les yeux sur une de mes dettes, parce qu'il m'économise 3 points de victoire, il m'en rapporte une de plus, donc 2 points de victoire supplémentaires ici, donc c'est 5. Ça c'est bien. Et je vais m'en tenir là, je pense. Fortifier, alors lui il va pouvoir fortifier ses 3 ouvriers. Comme toujours, il envoie un marchand et 2 villageois. Un marchand et 2 villageois. Lui, pour fortifier, il lui faut 5 d'influence, il est à 11. Donc pas de problème. Il fortifie, ce qui lui permet de gagner 1 en force. Donc il passe au niveau 12, donc il prend 20 points de victoire. C'est énorme. Il peut se défausser d'une carte, ce qu'il fait, une carte suspicion. C'est dangereux pour moi. Ouais, il me reste un ouvrier, donc là je pense que c'est terminé pour la fortification de Charles. Oui, c'est bon. Moi, il me reste qu'un seul ouvrier. Et c'est un ouvrier vert. Donc je peux pas aller faire appel au roi, c'est pas la peine. Je peux conspirer éventuellement. Oui, je peux conspirer, récupérer un criminel qui me permettra peut-être de récupérer quelque chose. Ouais, je vais faire ça. Je vais conspirer, donc je vais récupérer un criminel. Je joue un peu mon va-tout et donc une carte suspicion. Encore 0 pièce. Ok. Charles, à qui il reste 4 ouvriers, va chercher la dernière faveur du roi. C'est celle que je voulais faire. Ah, je suis deg. Ouais, il me coupe l'herbe sous le pied et donc il prend un point supplémentaire de foi ici. Donc il passe à 11 points de victoire. Il a quasiment le maxi partout. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Surtout que c'est ce que j'envisageais. C'est pas évident du tout. Qu'est-ce que je vais faire de mon dernier... Qu'est-ce que je vais faire de mon dernier criminel? Sinon, je vais recruter pour avancer un point. 10, 11. Ouais, je vais peut-être recruter. Recruter, j'ai assez de pièces. Ouais, donc je vais recruter un châtelain. Mais ponctuellement, donc je vais dépenser 2 pièces pour récupérer ce personnage.
Et donc vous voyez qu'il me permet de gagner un point dans l'un des attributs que je préfère. Et je vais progresser en fois. Voilà. Donc j'atteins le niveau 6. Donc je prends 3 points de victoire au passage. Ce qui est pas mal. J'ai fini mon tour. C'est à Charles. Il veut recruter lui aussi. Ah oui, alors du coup je prends ça, je le défausse. Il recrute. Il cible le châtelain aussi. Le châtelain lui apporte un criminel. Donc une carte suspicion. La dernière du tas. Donc c'est une pièce. Une pièce qui s'en va. Il fait un tour complet, avance au niveau de sa foi. Et puis prend le criminel quand même. Donc il a toujours 3 ouvriers. Je passe. Donc je retire tout le monde de mon plateau. Tout le monde est cloîtré, on attend le dénouement. Avec anxiété d'ailleurs. Et on regarde une des dernières actions de Charles. Il retourne auprès du roi pour une faveur. Alors il va cibler la première avec un criminel. Donc c'est une pièce, une provision. 1, 2. Il peut défausser une carte. Il peut défausser une carte. Voilà, je le mets en fond là-bas. Il peut défausser une carte suspicion et enfin récupérer un villageois. C'est terrible parce qu'il a toujours du monde, quoi. Il continue. Moi j'ai passé. Encore une faveur du roi. Ce n'est pas possible. Donc il va commercer. Prend 1. Encore une action, un ordre du roi. Alors il a déjà accompli... Non, il n'a pas accompli l'action absoudre totalement, donc c'est celle-ci qu'il va cibler. Absoudre, c'est 2 villageois pour lui. Avec un niveau de 11 en influence, il n'a aucun problème à atteindre le niveau requis. Ça lui permet de prendre 1 en foi, donc il atteint des sommets en termes d'attributs. Se défausse d'une carte, ce qui n'est pas possible, donc il vide le trésor de l'Inquisition. Il peut rembourser une dette, ça par contre, c'est pas bien. Et voilà, ça met fin à son tour d'absolution. Et ce sera sa dernière action. Moi, j'ai passé depuis un petit moment. Il n'a plus d'ouvrier, donc il passe à son tour. Et on atteint. Et on atteint la fin de cette 7e manche. Donc on va tout de suite se rejoindre pour le dénouement, à savoir connaître l'issue de cette guerre multidimensionnelle que se sont livrés nos paladins, dont Yvon est le dernier représentant, et Charles le Chauve, pour la suprématie sur la Francie occidentale. On se retrouve tout de suite. L'heure est au bilan de cette guerre conduite entre notre royaume pour la défense de nos frontières face à l'habileté de Charles le Chauve et aux incursions permanentes vikings, byzantines ou sarrasines. Alors, il y a pas mal d'items à prendre en compte. Je les ai toutes listées ici. Elles sont indiquées évidemment dans le livret de règles. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 items, sachant que j'ai divisé en 2 les dettes payées et non payées. On va toutes les regarder déjà pour nous. Et ensuite on verra ce qu'a fait Charles. Sachant que j'ai encore l'espoir de l'emporter d'une courte tête. Maintenant, jusqu'à présent, je me suis fait écraser par l'IA. Voilà, donc on va tirer le bilan de toutes nos actions, depuis la première jusqu'à la dernière manche. Et puis on conclura cette vidéo par une conclusion à propos de Paladin. Donc pour les ordres du roi complétés. Nous concernant, on a complété déjà les attaques
en remportant 6 victoires sur les envahisseurs. On a réussi à absoudre 5 fois. Ce qui veut dire que pour le premier ordre, on remporte 8 points de victoire, plus 6 pour le second, ce qui nous fait 14 points de victoire. Simplement pour avoir remporté les points des ordres du roi. Le dernier, à savoir missionner, n'a pas été complété, puisqu'on n'a missionné qu'un seul moine dans les provinces. Donc 14 pour moi. Charles, quant à lui, il n'a pas atteint les objectifs parallèles qu'il s'était fixés. Alors, il a quand même réussi à vaincre 1, 2, 3, 4, 5, 6 envahisseurs. Donc, le premier ordre, premier objectif est atteint. Il a réalisé 1, 2, 3, 4 absolutions. Donc, il ne remporte pas les 6 points. Et il a réalisé 1, 2, 3, 4. Il a lancé 4 missions. Donc, il ne prend pas non plus ces points-là. Donc, pour lui, c'est 8 points de victoire. Alors, je vais mettre un bémol sur ce premier score. Parce que je me demande si en tout début de partie, j'ai pas fait un micmac au niveau des règles. En empêchant, en fait, Charles d'attaquer, mais sans lui donner la possibilité d'absoudre. Ce qui signifie que potentiellement, il aurait quand même réussi à compléter ce deuxième objectif. Mais je ne sais pas, puisque il aurait fallu qu'il ait les conditions d'influence, qui n'est pas sûr du tout. Il faudrait regarder le début de la partie. Donc bah, je vous laisserai juger de cet état de fait. Là, en l'état, je ne peux pas garantir les points de cet objectif à Charles. Donc je ne vais pas lui mettre, hein, tant pis, je vais comptabiliser vraiment les choses comme elles doivent l'être en fin de partie, et puis tant pis pour les erreurs que j'ai faites, quoi. Donc voilà, donc 8 points seulement pour Charles quant aux objectifs. Ensuite, on va s'intéresser au niveau atteint sur la piste d'attributs. On va regarder déjà celle de Charles. Alors là, c'est juste monstrueux comme score, puisque Charles, en force, a atteint le dernier cran, donc il est à 20 points de victoire. Et il est à 16 sur la foi et l'influence. Donc 16 et 16, 32, et 20, il est à 52 points de victoire sur la piste d'attributs. C'est juste monstrueux. Maintenant, c'est vraiment là où il remporte le plus de points. Nous, on est loin du compte, puisqu'on est sur 2 x 9, 18, pour force et influence, plus 6, 24, avec la foi. Donc 24, ce qui n'est pas si mal, hein, mais bon, on est à même pas la moitié. Donc maintenant, on s'occupe de la comptabilisation des points pour la construction d'ateliers. Alors, l'IA n'a pas de piste de développement. Donc lui, il n'a pas de points là-dessus. Nous avons une piste, mais pour gagner des points, il aurait fallu développer 6 ateliers. Alors j'en ai construit que 3. Donc je ne remporte pas de points ici. Donc 0 et 0. Voilà. Les dettes payées représentent 3 points de victoire pour Charles et 1, 2, 3, 4 points de victoire pour nous. 4 ici et 3 pour Charles. Les dettes non payées, Charles n'en a pas. C'est 0. Nous, on a une dette impayée. Moins 3. Le bénéfice de nos dettes payées s'évapore. Je vous montre. Voilà, on est ici. On a remboursé in extremis la 4e, mais ça n'a pas suffi. Voilà pour les dettes. Ensuite, on va regarder les pièces et provisions x3. Alors, pour le coup, l'IA ne cumule pas, bien qu'il a 3 ressources. Donc, est-ce que je les compte? Oui, bah, je vais lui compter un point de victoire. Ce n'est pas indiqué, mais je vais lui compter un point de victoire parce qu'il a 3 ressources comptabilisées. Donc, il a déjà un point de victoire ici. Ça, je suis sûr du coup. Et moi, il me reste 7 provisions et pièces, donc 2 points de victoire. Alors, ce n'est pas comme dans Vicomte. Dans Vicomte, les ressources en fin de partie ne comptent pas du tout. Bon, bah là, si.
Là, si, on considère que notre cité est riche de ça. Ensuite, on va regarder les moines missionnés. Les moines missionnés pour Charles, eh bien, c'est 0 point de victoire puisqu'il n'a pas débloqué le 5e moine. Et c'est la même chose pour nous. On n'a pas débloqué suffisamment de moines pour atteindre un niveau de points de victoire. Donc c'est 0, 0. Fortification. Il a bâti 4 tranches de fortification, mais il aurait fallu qu'il atteigne la 5e tranche pour remporter des points de victoire, Charles. Ce n'est pas le cas. En revanche, nous, on a atteint le 2, 3, 6e cran, ce qui nous rapporte 3 points de victoire supplémentaires. On a été beaucoup plus efficace dans nos qualités de bâtisseur. Au niveau de l'établissement des garnisons, donc le calcul est rapide. Charles a construit 2 garnisons sur nos frontières et nous aucune. Donc c'est aucun point de victoire. À l'image de nos actions de densification militaire. L'absolution maintenant. Charles n'atteint pas les niveaux requis pour obtenir des points de victoire. Nous, on a atteint le 5e cran. Donc on a remporté l'ordre, mais en plus on prend un point de victoire supplémentaire. Donc on grappille des points à droite à gauche, mais je ne suis pas sûr que ça suffise. Enfin, les envahisseurs convertis vont être source de points. Ce sont des alliés, donc ils sont venus avec des atouts importants, des richesses, etc. Donc ils en apportent beaucoup. Pour l'IA, ça compte comme pour nous. Donc là, on va commencer par Charles. Alors, grâce à son champion, il prend 1 point de victoire plus 1 point de victoire par ordre du roi satisfait. Il en a satisfait 1, donc c'est 2 points de victoire pour Charles, ici. 2 pour son champion. La chasseuse lui rapporte 1 point de victoire parce qu'il ne conserve jamais les villageois recrutés, comme le montre d'ailleurs cette iconographie sur son plateau, ce que je n'avais pas vu en début de partie, au moment où je me suis posé la question, mais en fait c'est bien indiqué. Hein. Quand l'IA gagne un recrutement, ça compte comme une défausse de villageois. Donc le chasseur à la finale lui rapporte un seul point de victoire. L'émissaire, alors ici il y a une petite subtilité. L'émissaire est une carte de l'extension, mais je l'ai utilisée quand même. Donc normalement, l'émissaire rapporte un point de victoire pour 4 niveaux d'un attribut, d'un 4e attribut que met en scène la Cité des Couronnes. Là, on va considérer que c'est un point de victoire pour l'attribut au choix du joueur. Donc, c'est l'attribut le plus fort de notre adversaire. En l'occurrence, là, c'est le militaire. Donc, il a atteint le 12e cran. Donc, c'est 3 points de victoire supplémentaires. 3 x 4, 12. Donc, c'est ça. Ensuite, pour la traîtresse, la capacité aurait permis de perdre un point de victoire en moins par dette non remboursée. Mais il n'a pas d'être remboursé. Donc la traîtresse lui rapporte un point de victoire supplémentaire. On voit qu'il les cumule hein, déjà. Et enfin, le garde rapporte un point de victoire pour une paire d'ateliers bâtis. Or, on considère, et ça j'ai vérifié dans le livret de règles, en fin de livret de règles dans la partie solo, dans l'exemple, c'est bien indiqué que l'IA remporte un point de victoire par paire d'ateliers bâtis, en considérant qu'il en a construit 6. Donc il y a bien 3 points de victoire supplémentaires. Au total, les envahisseurs lui rapportent 3, 6, 7 et 10 points de victoire, ce qui est monstrueux. De notre côté, ça va être beaucoup plus rapide. On a 2 protecteurs, une protectrice et un protecteur. Chacun nous rapporte un point de victoire par dette remboursée, ce qui est pas mal. On a 4 dettes remboursées, donc c'est 4 et 4, donc 8 points de victoire. Voilà, on a tout compté. Il va nous rester simplement à faire le cumul et à voir qui l'emporte. Mais j'ai un sérieux doute. On y va. Ce jeu est redoutable. Allez,
Je commence par Charles. Donc 8 et 52, 60, et 3, 63, et 1, 64, et 10, 74. Je vérifie. 60, 63, 64, et 10, 74 points pour Charles. Je pense que je suis loin. Pour nous, 14 et 24, 38, et 4, 42, moins 3, 39, et 2, 41, et 3, 44, et 1, 45, et 8, 53. Voilà, le verdict est tombé. C'est une défaite. Charles le Chauve nous a dépossédé notre royaume de Francie occidentale. C'est définitif, il a envahi notre royaume, lancé ses alliés contre nous. Noyauté notre population. On ne peut plus lutter, on va être détrôné, c'est certain. Donc l'histoire prend fin comme ça. Donc je sèche mes larmes et puis on passe à une conclusion sur le jeu. Voilà. Que dire après ce drame qui nous touche, qui meurtrit l'ouest de la France du Xe siècle? J'ai plusieurs choses. D'abord, je me suis beaucoup amusé. Moi, j'aime beaucoup Paladin. C'est un jeu qui est extrêmement fluide, comme vous l'avez constaté. Alors, j'ai fait plusieurs bêtises, hein. Je m'en excuse d'ailleurs. Je pense que vous les aurez repérées. J'ai essayé de les identifier, d'y remédier quand je pouvais. Ce que le jeu supporte assez bien quand même. Mais c'est vrai que c'est difficile de remonter dans le temps quand on se rend compte d'une erreur qu'on a fait dans une manche précédente, par exemple. Donc voilà, maintenant, donc le jeu pardonne assez les erreurs, et je pense que c'est le résultat de règles parfaitement calibrées, parfaitement définies. Il n'y a aucun doute quant à l'interprétation. C'est simplement des oublis, parce que moi je me prends au jeu, et puis je pars dans mes histoires, dans mon imaginaire. Et donc j'en oublie parfois soit une étape, soit une règle. Enfin bon, voilà. Mais après, pour des joueurs rigoureux, il n'y a aucun problème, quoi. C'est un jeu qui est simple, qui est beaucoup plus simple d'ailleurs à manier que Vicomte. Donc, je pense que vous en conviendrez. Les règles sont beaucoup plus chirurgicales, beaucoup plus claires. Vicomte est plus dense de ce point de vue-là. Alors il est maîtrisable, il n'y a pas de problème, mais on peut parfois avoir quelques doutes, et puis on peut surtout oublier plus facilement les choses. Alors moi j'oublie systématiquement, mais on peut quand même oublier plus facilement les choses à Vicomte. Alors que là, le déroulé de Paladin est quand même mieux balisé, je trouve. Donc ça, c'est la première conclusion. Donc Paladin, du point de vue des règles et de la fluidité, est parfait. Il n'y a pas de problème. Du point de vue de la thématique, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'arrive à plonger dans la thématique. Les actions sont tellement variées et parlantes, avec l'intervention des différents ouvriers. Quand on s'éloigne de la tentation de parler d'ouvriers violets, rouges et blancs, si on reste sur des appellations thématiques, on va comprendre à ce moment-là qu'on envoie un clerc euh, exercer son influence auprès du roi, qu'on envoie un criminel effectuer une action peu recommandable, qu'on envoie un combattant attaquer nos ennemis, qu'on envoie des villageois bâtir des remparts. Donc voilà, tout prend son sens, quoi. Si on veut une approche thématique du jeu, c'est possible. C'est rendu possible. Si on aime l'approche mécanique, c'est possible aussi. On peut se dire, bon, bah là, j'envoie 3 ouvriers sur 3 emplacements, je tire une carte, je pose mon pion. C'est aussi une autre façon de jouer, hein. Moi, chacun voit midi à sa porte de ce point de vue-là. Moi, j'aime l'approche thématique. Et je trouve que Paladin la nourrit complètement. On se projette, on fortifie. Alors voilà, moi, j'adore ça, là, par exemple. Construire des remparts sur nos villes pour nous protéger des zones et des envahisseurs, parce que c'est ça l'idée, hein, en fait. Hein. Quand on réfléchit un petit peu, les envahisseurs sont vraiment aux portes de notre royaume. Donc on se protège avec ces remparts, on voit les pics là, les tours, les étendards qui sont dressés pour nous donner de la vaillance. J'adore.
c'est vraiment cool. J'aime beaucoup aussi les mécaniques. Voilà, on va parler des mécaniques maintenant. Alors, elles sont bien identifiées, chirurgicales, mais en plus, elles ont du sens. J'adore la mécanique de l'absolution. J'adore ça. Cette mécanique du pardon est formidable. Gagner le droit d'accéder à une amphore d'eau bénite, se laver de nos péchés, absoudre nos crimes en choisissant lesquels on peut effacer. C'est juste génial, quoi. Que dire aussi du choix des paladins? C'est une mécanique extrêmement riche, où il faut faire des choix, où on fait appel au talent de ces chevaliers qui ne demandent qu'à servir. Thématiquement, c'est juste parfait, comment dire. Qui étaient aussi qui avaient leurs propres limites, mais font de leur mieux pour nous aider, donc ça c'est bien. Les faveurs du roi, c'est juste génial, ça permet de booster la partie à certains moments. C'est très très fort, mais en même temps, il faut renoncer à d'autres choses pour aller chercher une faveur du roi. On mobilise une partie de nos ressources pour partir comme ça à la rencontre du suzerain et lui demander de nous tendre la main. Moi, j'adore vraiment, c'est super. C'est un super jeu. Voilà, ça c'est pour les aspects positifs. J'en oublie certainement. Voilà, au global, moi je m'amuse beaucoup avec Paladin. Maintenant, dans ce que je regrette un peu, c'est surtout qu'il n'y ait qu'une seule IA. Alors bon, vous allez me dire, j'ai fait 5 parties, j'ai pas réussi à la battre encore, et mon score d'aujourd'hui, de 53-74, est mon meilleur score. J'ai joué en mode standard, donc il y a encore 2 modes de jeu. Et c'est vrai que, pour nuancer un peu le propos, c'est vrai qu'il n'y a pas plusieurs IA, il n'y a qu'un seul deck, mais que celui-ci aussi est un petit peu conditionné au tirage des cartes et des faveurs du roi. Donc voilà, et puis bien sûr à l'ordre des cartes dans leur tirage. Donc on peut considérer qu'à chaque partie, l'IA va être différent. Mais j'aurais aimé des plateaux différents quand même, pour donner, comme dans Vicomte, une orientation plus nette à l'IA. Voilà, je pense que c'était possible en calibrant peut-être les actions à la manière de Vicomte qui met l'accent un coup sur les actions religieuses, un coup sur le château, un coup sur les actions militaires. Je pense que voilà, on aurait pu individualiser ou donner une connotation plus marquée aux IA. C'est la seule chose que je regrette, d'autant qu'on a 4 plateaux, qu'on aurait pu avoir des IA différentes, mais après à calibrer, c'est peut-être pas simple. Voilà, et puis c'est vrai que Vicomte est le 3e opus, donc qui arrive après Paladin. Donc Vicomte est l'évolution de Paladin finalement, de ce point de vue-là. Donc on peut considérer que Shem Phillips a fait le boulot, hein, évidemment. C'est juste que j'adore Paladin et que c'est vrai qu'une autre IA m'aurait satisfait. Maintenant, attention, je ne sais pas ce que Cité des Couronnes apporte dans le jeu solo encore. Je n'ai pas joué encore avec Cité des Couronnes. Donc peut-être que ça va enrichir suffisamment le jeu pour nous dire que finalement, il n'y a pas besoin de plusieurs plateaux d'IA. On découvrira ça ensemble de toute façon. J'en ferai une vidéo prochainement. Si je tire un bilan global, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je n'ai pas encore essayé Architecte. Il ne m'attirait pas jusque-là, mais j'ai échangé avec vous et puis certains d'entre vous m'ont signifié qu'il était quand même sympa. Donc je pense que je vais l'acquérir. D'autant que avec la boîte, vous savez, la boîte dans laquelle on réunit tous les opus, il y a, me semble-t-il, un ajout qui permet de jouer en campagne et avec les 3 opus. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, de faire une partie qui s'enchaîne d'Architecte, Paladin et Vicomte. Voilà, donc là, en termes de thématique, je pense que c'est bien profond et bien intéressant. Donc je pense à la finale que je vais me décider pour acquérir Architecte, même si c'est le dernier qui m'attire vraiment, hein, de la série. Voilà, je vais arrêter là-dessus pour Paladin, vous l'avez compris, je suis conquis, malgré ses multiples défaites. Enfin bon, ça vous en avez l'habitude avec moi, les victoires sont rares, mais je n'ai pas envie de faire du power gaming, ça m'intéresse pas, je préfère jouer sincèrement et simplement, et puis m'en remettre
à mes modestes talents, voilà, pour m'opposer à des IA bien travaillées de Sean Phillips. Prochainement, donc, sur la chaîne, je vous proposerai un autre jeu de Sean Phillips, puisque on va passer à la saga du tigre du Sud. Et donc on commencera par les voyageurs, et puis j'espère pouvoir acquérir prochainement Érudit. Celui-là, je l'attends avec impatience parce que la thématique est folle en fait. Il s'agit de traduire des langages, d'étendre nos capacités à interagir avec d'autres civilisations. Enfin bon, la thématique d'érudit du tigre du Sud est juste formidable, quoi. Et nous fait voyager 3500 ans avant Jésus-Christ, 2500 ans avant Jésus-Christ, au moment où les Mésopotamiens et les pharaons se rencontrent. Et là, je pense que ça va donner quelque chose d'assez formidable. Je n'ose pas encore imaginer le dernier opus qui devrait sûrement, peut-être que je vais me tromper, mais sûrement nous emmener dans les cités justement mésopotamiennes du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Donc ça va être juste du gros jeu encore. Pour connaître un petit peu Voyageur, c'est un jeu très poétique qui fait voyager justement. Euh, que j'ai beaucoup d'impatience à vous proposer dans une prochaine vidéo. Voilà, bon. Donc c'est sans surprise, comme conclusion peut-être, je réaffirme ma grande admiration pour cet auteur. Et puis, bah, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je m'excuse encore pour les quelques erreurs que j'ai faites, hein. Je m'en suis rendu compte en décalé, en montant les différents épisodes. Mais bon, voilà, c'est un jeu qui pardonne aisément les erreurs. Et on le voit d'ailleurs au score, hein, même si j'ai pénalisé légèrement Charles à 2-3 reprises, il a su s'en défendre et n'a pas hésité à m'écraser comme il se devait. Bien. En tout cas, je me suis beaucoup amusé. Sur ces mots, je vais vous laisser. Je vais vous dire à très bientôt. Je vous souhaite de belles journées, une belle rentrée. Surtout, portez-vous bien. Je vous embrasse. Ciao.